Heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre magazine Buzz 7, nouveau numéro, mesdames, messieurs. Sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir Messie Katembo Amin, acteur social spécialisé dans la conception et la gestion des projets de développement avec expérience en entrepreneuriat motivateur et féministe convaincu, cher Katembo Amin. Bienvenue. Merci. Avec vous, nous allons essayer de parler sur beaucoup de choses. Premièrement, au processus électoral, on va parler sur l'avenir de la jeunesse en cette période. Quelle attitude adopter pour mener, accompagner ces processus et beaucoup plus également sur le rôle et la responsabilité de cette jeunesse en cette période. Alors, ma première question, je ne sais pas si ma présentation a été bien faite, s'il y a des choses que vous pensez que vous pouvez ajouter, allez-y. Bon, c'est déjà ça, c'est le plus essentiel. C'est vrai que lorsqu'on a un parcours professionnel d'un peu plus de 20 ans, ça fait beaucoup de choses qu'on a vues entre-temps et donc beaucoup d'expériences et beaucoup d'autres choses qu'on a découvertes entre-temps. Et donc, c'est difficile évidemment de mettre ça dans une minute de présentation, mais je pourrais m'en contenter, c'est super. Merci beaucoup. Alors, d'emblée, je voudrais un peu avoir votre avis, lecture générale sur la jeunesse congolaise. Comment vous trouvez cette jeunesse congolaise aujourd'hui? Alors, la jeunesse congolaise, c'est... Il faut préciser que depuis l'indépendance, jusqu'aujourd'hui, la jeunesse incarne le combat qu'a mené Lumumba ainsi que les autres. Vous savez, la réponse à cette question, elle ne peut pas être simple. D'autant plus que la jeunesse congolaise, si on doit l'évaluer depuis les années des indépendances, donc les années 60, aujourd'hui, ceux de cette génération-là, ils ont quoi ils ont 60 ans. Sûrement. Voilà, donc est-ce qu'on les garde dans l'escarcelle de la jeunesse ou bien ils sont sortis de la jeunesse? C'est un long débat. Sans oublier que, au fait, ce sont les jeunes, pendant les années de l'indépendance, qui ont été le fer de lance même de l'acquisition de l'indépendance dans la République. Ils se sont battus, c'était l'élite de cette époque-là. Ils ont obtenu l'indépendance. Maintenant, les avis ne sont pas toujours les mêmes quant à savoir si la démarche était bonne ou pas, s'ils étaient compétents ou pas, si ce qu'il fallait être fait était fait au bon moment ou pas. Les avis sont parfois divergents sur ces sujets-là, mais le fait est que la jeunesse dans notre pays est restée une force assez dynamique depuis les années des indépendances, parce que de temps en temps, il arrive des moments où la jeunesse se prend en charge et admet finalement que le changement ne peut arriver que si elle s'engageait véritablement, et donc elle finit par prendre les bonnes résolutions. Et ça aussi, personnellement, je l'espère pour cette fois-ci, pour ce quatrième cycle électoral, il faudrait encore une fois qu'il y ait un sursaut du côté de la jeunesse pour qu'elle se dise que l'avenir de ce pays ne se fera pas sans elle et qu'il faut qu'elle prenne des bonnes résolutions. Très bien, alors on parle processus électoral d'abord. Quelle est votre lecture par rapport à tout ce que nous sommes en train d'assister en termes d'organisation des élections? Déjà, ma question est celle de savoir, êtes-vous pour l'organisation des élections? Oui, dans l'absolu. Au-delà de tout ce que les gens peuvent penser, il est vital pour notre pays et pour notre démocratie que nous puissions respecter les cycles électoraux. Ce n'est pas ici une question de fétichisme avec les dates électorales, mais c'est une question de principe. Parce qu'à partir du moment où nous respectons les cycles électoraux, parce que c'est 5 ans, tous les 5 ans nous revenons avec une élection, ça crédibilise notre démocratie. Et tout est là justement. Parce que nous avons fait le choix d'une démocratie. Si nous voulions un autre système de gestion de la République, nous aurions pu aller vers ces systèmes-là. Mais puisque nous avons choisi la démocratie, il faut indispensablement que nous respections les cycles électoraux. Que les choses soient bien faites, qu'elles soient à peu près bien faites, ce n'est pas la grande question. Parce qu'il y a, par exemple, pour les élections des États-Unis, dernièrement, avec la perte de la présidence par le président Donald Trump, on a vu qu'il y a eu contestation électorale, même dans les anciennes démocraties. Et donc, les problèmes de contestation ne sont pas des problèmes inhérents aux seuls États africains. Donc, il y aura toujours des divergences dans une société humaine, mais le fait est que le principe de la démocratie, c'est les élections suivant les cycles, il faut qu'on le maintienne. Il y a une question que nous avons toujours reçue de nos confrères, nos amis de l'Est, entre l'organisation des élections et terminer la guerre. La priorité est à quel niveau? Parce qu'on a l'impression que Kinshasa se concentre beaucoup plus dans
les élections à la question de sécurité. Non, je n'ai pas ce sentiment-là. Pour le simple fait que déjà, on ne peut pas opposer la question de la résolution du conflit armé de l'Est à la question d'organisation des élections. Ça serait une erreur fondamentale et monumentale que d'opposer ces deux éléments parce qu'ils ne sont pas des contraires. Okay. On peut en même temps travailler sur la résolution de la crise armée, mais en même temps travailler sur les élections, parce que c'est deux choses différentes. Le processus qui va régler le problème des conflits armés dans l'Est, c'est pas forcément le processus politique. Okay. C'est un processus militaire, un processus armé. Et donc, les forces publiques continuent de faire leur travail. Ils font pas des pauses quand il y a élection. Mais au même moment, il y a une dynamique politique dans le pays qui doit continuer à être gérée de manière légitime. Et cette légitimité, on ne l'obtient qu'à travers les échéances électorales. Il faut que le pays puisse s'assurer que chaque fois, les personnes qui vont prendre des décisions déterminantes pour régler justement les problèmes de l'Est sont des personnes qui ont obtenu la légitimité démocratique qu'il faut pour le faire. Okay. Donc sans les élections, nous n'aurons pas cette légitimité démocratique. Alors que cette crise a traversé maintenant presque 30 ans, s'il fallait que nous mettions de côté les processus politiques, donc on aurait quoi? Un chef d'État qui resterait pendant 30 ans pour régler le problème? C'est pas possible. Mais il y a beaucoup de revendications de la part des opposants congolais qui, selon eux, le processus ou l'audit qui a été mené par la CENI n'est pas fiable. Et selon eux, on doit essayer un peu de redémarrer, de recommencer les processus. Est-ce que vous pensez que c'est une démarche démocratique? Vous savez, honnêtement, et ça c'est toujours le point qui m'a personnellement un peu désolé des politiques de notre pays, c'est la tendance qu'ont certains politiques à faire de l'opposition. Attention, il y a opposition qui s'écrit L'(O)2P(O)S(I)O)N, l'opposition, mais il y a aussi l'opposition. Voilà, donc l'opposition, c'est pas l'opposition qu'on connaît dans le sens classique opposition, mais ici l'opposition qui s'écrit L'(OH) comme exclamation, l'opposition, donc c'est plus une question de position que question d'opposition. Et donc on est face à des acteurs politiques qui parfois sont plus dans le figuratif parce qu'ils font plus du positionnement que véritablement de l'opposition politique. Ce qu'on attendrait, enfin ce que moi j'attendrais personnellement, et à ce titre, il y a beaucoup de Congolais que moi je connais, avec lesquels d'ailleurs j'ai eu beaucoup de rencontres ces derniers temps, qui sont dans la même logique, qui sont en train de penser pareil, qui disent non, l'opposition politique devait être beaucoup plus constructive que ça. Elle devrait nous dire concrètement en quoi est-ce que, enfin pas forcément chercher en quoi est-ce que le processus électoral ne les arrange pas, mais plutôt voir avec la CENI de quelle manière est-ce qu'on peut tout faire pour que le processus puisse aller le mieux possible. Plutôt que de préparer le lit de la contestation, se préparer au fait que les élections soient d'abord l'expression du peuple, pas la garantie pour eux de gagner les élections ou de pouvoir refuser les résultats des élections. Et c'est ça le grand souci avec nos acteurs politiques. Donc c'est pour ça que je dis, c'est plus une question de position que d'opposition réellement. Très bien. Alors, je pense qu'on revient à notre question d'actualité, c'est beaucoup plus sur la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes en période électorale, nous parlons sur l'avenir de la jeunesse. En cette période, c'est quoi le rôle principal de la jeunesse? Alors, ce que je peux moi dire sur ce sujet-là, sur les questions du processus électoral, la jeunesse et l'avenir, déjà il faut savoir que la jeunesse, c'est l'avenir. Donc la question se pose certes du fait que il y a l'avenir de la jeunesse qu'il faut prendre en compte, mais d'abord la jeunesse, elle doit savoir qu'elle-même, elle est l'avenir. C'est dans un processus, je dirais, dans un processus naturel. La régénération même de notre population se fera à travers la jeunesse. Bon, je ne veux pas dire que tous les jeunes vont forcément vivre longtemps, mais le fait est que ce sont les jeunes qui vont régénérer notre société. Et donc de ce point de vue-là, il y a un certain nombre d'impératifs sur lesquels les jeunes doivent être focus. Moi, je considère toujours que dans le fait que la jeunesse c'est l'avenir et qu'il faut préparer l'avenir de la jeunesse, mais il y a deux notions sous-jacentes dans l'avenir, sur la question de l'avenir.
Il y a d'abord l'avenir individuel des jeunes. Donc cet avenir individuel peut être corrélé avec l'avenir générationnel, dans le sens que les jeunes en tant que tels, ils ont des préoccupations inhérentes à leur statut en tant que jeunes. Et donc ils ont par exemple des problèmes de capacitation, ils doivent être capacités par rapport à leur formation, ils ont besoin par exemple d'être orientés en termes de recherche de compétences, en termes d'apprentissage, etc. Ils doivent, par exemple, bénéficier des politiques spécifiques par l'État, des politiques d'emploi, par exemple, spécifiques. Et donc, ils doivent bénéficier aussi d'autres accompagnements par les pouvoirs publics pour leur permettre de prendre pleinement pied dans l'État et pouvoir demain assurer la pérennité de notre société. Et donc, ça, c'est la partie de l'avenir de la jeunesse qui est un avenir générationnel, l'avenir individuel des jeunes. Mais à côté de cet avenir, il y a aussi l'avenir national. Cet avenir en lequel nous voyons la pérennisation de notre société de demain. Et donc, c'est cet avenir dans lequel le jeune exprime l'intérêt général. Parce que dans cet avenir national, le jeune ne se positionne pas lui. C'est pas seulement lui qui compte, c'est pas seulement sa propre personne qui compte, mais c'est en fait son action au bénéfice de l'intérêt général. Et donc de ce point de vue-là, moi j'ai toujours dit que le jeune doit être pleinement conscient sur ces 2 degrés de l'avenir qu'il représente et agir en conséquence. Et c'est quoi la part de l'État congolais? Parce que vous avez parlé d'encadrement de la jeunesse. Oui, c'est justement ça. Ce que moi, je conçois comme participation de l'État et des pouvoirs publics en général, c'est de pouvoir préparer le cadre d'évolution pour les jeunes. Aujourd'hui, nous avons des vrais défis auxquels les jeunes font face. C'était d'ailleurs ma question. Qu'est-ce qui bloque notre jeunesse à décoller? Non, enfin, encore une fois, moi je ne pense pas qu'il y a quelque chose véritablement qui bloque notre jeunesse. Parce que, en fait, lorsqu'on évoque le fait qu'il y ait quelque chose qui bloque, ça suppose qu'il y a une mécanique qui est mise en face pour empêcher la jeunesse d'évoluer. Ce n'est pas le cas. Nous sommes dans une situation telle que l'évolution n'est pas au rendez-vous, simplement parce que les mécanismes n'ont pas été véritablement mis en place. Donc, face au vide, vous voulez qu'il y ait quoi concrètement? Il faut des nouvelles initiatives. Nous sommes aujourd'hui aux prises avec des lois de la République, par exemple sur les questions de l'emploi. Je vais y aller directement. Parce que ça, c'est un des domaines qui afflige beaucoup la jeunesse. Sur les questions de l'emploi, nous avons, par exemple, dans le Code du travail de la RDC, 2 types de contrats qui sont d'application. Le contrat à durée déterminée, le contrat à durée indéterminée. Mais nous savons que dans le secteur, on a eu, nous, à faire quelques études là-dessus. Très peu d'entreprises, en tout cas, respectent véritablement ce qui est prévu par le Code de travail. Et il existe même des contentieux entre les travailleurs et leurs entreprises qui se soldent de manière assez déplorable au niveau des instances judiciaires. Donc, ce que je veux dire, l'État doit être en mesure d'apporter un environnement qui soit suffisamment serein, suffisamment sécure pour permettre à la population de bénéficier véritablement de l'emploi. C'est un combat à l'État qui doit créer un cadre. Absolument. Le rôle de l'État, il est à ce niveau-là. C'est la création des cadres qui permettent à ce que les gens évoluent. C'est ça le rôle de l'État. Le reste, ce sont les individus qui devront le faire. Les particuliers, il y a les particuliers et les populations qui doivent faire le reste. Et à ce niveau-là, la jeunesse doit se prendre en charge parce qu'elle est un peu autodidacte, elle est un peu abandonnée, seule, et décide comme elle veut. Non, encore une fois, non. Enfin, je veux dire ceci. La jeunesse n'est pas, de mon point de vue, la jeunesse n'est pas abandonnée. Ça, c'est mon point de vue. Justement, mon point de vue, c'est que la jeunesse n'est pas abandonnée. Mon point de vue, c'est plutôt qu'il y a crise de proposition des valeurs dans notre société. Parce que le problème de l'emploi, aujourd'hui, tous les acteurs politiques qui essayent de proposer des solutions, ils vont vers des solutions radicales. Ils disent par exemple, il faut que nous puissions améliorer le climat des affaires pour qu'il y ait plus d'investissements étrangers. Oui, enfin, c'est une vérité, c'est une bonne chose. S'il y a plus d'investissements étrangers, certainement, il y aura plus de création d'emplois. Mais ce n'est pas la seule solution. Nous pensons qu'il existe d'autres solutions qui sont plus pragmatiques, qui peuvent apporter des solutions tout de suite. Et donc, nous avons par exemple des idées que nous souhaitons aller justement défendre lors de ces élections, parce que je suis personnellement candidat aux élections. Et donc voilà, nous avons des propositions concrètes que nous avons formulées qui, à partir de la situation actuelle, nous permettent d'avoir un réservoir, une garantie d'avoir des emplois créés immédiatement avec les entreprises qui sont là, disponibles. Parce que
lorsqu'on veut résoudre un problème, et ça je l'ai acquis de mon expérience de développementaliste, lorsqu'on cherche à résoudre un problème dans la société, ce qu'il faut rechercher, ce n'est pas des solutions exogènes forcément. Parfois, il faut regarder le problème en tant que tel. Il peut être porteur lui-même de ses propres solutions. Et la société congolaise, en matière de l'emploi, les solutions se trouvent de part et d'autre, du côté d'une part des entreprises et d'autre part du côté des demandeurs d'emploi. Ouais. Il suffit d'avoir un peu de finesse pour les regarder et solutionner les problèmes de l'un par les problèmes de l'autre. C'est aussi simple que ça. Vous êtes également entrepreneur. Ouais. Comment vous jugez ce secteur? Le secteur se retrouve par rapport au climat des affaires, création d'emplois et tout ça. Alors, il y a une bonne dynamique. Il y a une bonne dynamique qui est en cours. Je suis témoin personnellement de la création de beaucoup d'incubateurs des entreprises et de la qualité des formations qui sont dispensées. C'est d'ailleurs extraordinaire parce que on n'aurait pas imaginé ça en République démocratique du Congo il y a peut-être 10 ans. On n'aurait pas imaginé, mais vraiment, la qualité, elle est de top niveau. Nous avons aujourd'hui des compatriotes jeunes qui sont en train de challenger en termes entrepreneurial d'autres initiatives entrepreneuriales à travers le continent, dans la sous-région, au niveau du continent et même à l'international, et qui ramènent des prix au pays en tant que belle initiative entrepreneuriale qui se positionne par rapport à d'autres initiatives entrepreneuriales des pays tels que la France, l'Allemagne, etc. Et donc, il y a véritablement cette dynamique qui est en train de monter. C'est une bonne chose, mais il faudrait que ça aille beaucoup plus loin. Mais le fait aussi est que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément donné à tout le monde, parce qu'il faut trouver l'idée et la bonne qui peut marcher. Donc, parce que là, dans le processus de création des initiatives entrepreneuriales, il n'y a pas seulement le fait d'avoir l'idée, mais il faut viabiliser cette idée, il faut avoir le marché, etc. Et donc, il y a le rôle de l'État quelque part qui intervient aussi. Non seulement en garantissant les conditions des initiatives entrepreneuriales d'évoluer, et ça, aujourd'hui, le président de la République, il l'a fait de façon magistrale. Moi, je tiens à le saluer pour ça, avec toutes les initiatives qui sont mises en place pour accompagner l'entrepreneuriat des jeunes. Maintenant, il faut beaucoup plus d'encadrement sur ce secteur-là, mais également un autre facteur, c'est le marché. Parce que le facteur marché, il est déterminant pour la survie des entreprises. Vous imaginez bien que si Apple était congolais et que son marché de prédilection était le marché congolais, il ferait faillite depuis longtemps. Donc, il y a ces impératifs-là que l'État doit également assurer pour que les initiatives entrepreneuriales soient viables. Par rapport au rôle que la jeunesse doit jouer pendant ces processus, cher Amine? Alors, moi, je pense que pour ce processus électoral, les jeunes ont plusieurs rôles qu'ils doivent jouer. Mais avant de parler de ce rôle, j'aimerais d'abord évoquer les défis auxquels les jeunes doivent faire face. Très concrètement, moi, j'ai énuméré 2 défis principalement, pour faire bref. Le premier, c'est le défi de l'éducation politique. C'est malheureux de voir aujourd'hui ce qui se passe sur la scène politique et la façon dont les jeunes sont instrumentalisés par des acteurs politiques sur, par exemple, des questions tribales, etc. Et moi, je suis de ceux qui s'inscrivent dans la logique de demander à ce que les pouvoirs publics puissent sanctionner de façon exemplaire même les prises de parole qui sont à tendance tribale. Parce que c'est dangereux. On n'imagine pas à quel point, lorsque un leader politique prend position en incriminant un vis-à-vis au nom de sa tribu, peut avoir des répercussions auprès des personnes qui n'ont pas de maîtrise ou qui n'ont pas le même niveau d'éducation que ce dernier. Et donc, ne pas être conscient de ça, c'est soit faire exprès d'être idiot, soit c'est intentionnellement démoniaque qu'on le fait parce qu'on veut assouvir, je ne sais pas moi, les intérêts personnels. Voilà, donc j'ai pas d'autre mot pour qualifier ça. Et donc moi je suis de ceux qui pensent que l'État devrait sévir sur les prises de parole qui sont à tendance tribale. À partir du moment où les gens se positionnent sur ça, il faut que le pouvoir public puisse sévir. Et donc par rapport pour ne pas rester un peu dans ces le premier point, éducation politique. Vous avez suivi récemment le drame, ou je ne sais pas moi, conflit intercommunautaire de Manemba-Nkulu. Oui. C'est beaucoup plus les jeunes qui sont manipulés. Mais bien sûr, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Parce que j'ai regardé et j'ai vu un certain nombre de vidéos qui ont circulé dans les réseaux sociaux du reste, de ces jeunes qui prenaient position. Et je ne vais pas ici faire l'apologie de ce qu'ils étaient en train de dire. Mais on voit bien que leur prise de position sont foncièrement tribales. C'est motivé par le simple fait que déjà, moi,
je ne comprends pas qu'un Congolais, quel que soit le coin où il vit, qu'il puisse dire un tel autre n'a pas le droit d'être ici. Enfin, moi, je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre ça. Si je me retrouve aujourd'hui dans n'importe laquelle de nos provinces, je me sens chez moi. Franchement. Et j'estime qu'aucun Congolais n'a le droit de venir me dire comment me tenir là où je suis. Il n'a pas le droit. C'est aussi simple que ça. Et donc, que je le revendique en tant que tel ne fait pas de moi un outsider. Parce que celui-là n'a pas le droit de me dire comment me comporter quand je me retrouve à Malembankulu, par exemple. Il n'a pas le droit de me demander si je suis originaire de quelle province. Enfin, je ne sais pas où est-ce qu'on vit là. Et donc, que certaines personnes trouvent légitime de dire que certaines communautés venant de quelques provinces, quand ils se retrouvent ailleurs, doivent avoir une... Franchement, je ne sais pas où est-ce qu'on est, mais honnêtement, ça ne sert pas la cohésion nationale. Et le vrai problème, c'est que ce n'est pas la première fois. La même situation, nous l'avons vécue à Mukwamut, où les deux peuples étaient en train de s'entretuer, à Goma, au Kisangani, on entend parler des Mbororo et les autres, mais comment mettre fin? Vous savez, moi je suis de ceux qui pensent encore une fois que les problèmes que nous avons en termes de conflits intercommunautaires ont leur soubassement, les réels soubassements, parce que, évidemment, même si vous êtes d'une même maison, les tensions, ça existe. Voilà, et donc il y a toujours possibilité de pouvoir les résoudre de manière pacifique. Et je sais qu'entre les peuples, très souvent, les problèmes qui sont à la base de leurs disputes, de leurs conflits, ce sont généralement des problèmes fonciers, parce qu'on a des terres, ils ont des terres, les délimitations ne sont pas très claires, et donc s'il n'y a pas un arbitre entre nous, ça dégénère finalement, et parfois ce sont des problèmes de pâturage, nous avons nos cheptels, et est-ce qu'ils vont aller paître, voilà, ça peut déboucher à un conflit. Voilà, ce sont ce genre de situations que nous avons connues du reste avant les années indépendances et avant l'indépendance, pendant les périodes coloniales et même après les indépendances, nous avons connu ce genre de conflits. Mais la particularité des conflits actuels, ce sont des conflits qui sont politiquement motivés. Et c'est là où moi je ne suis pas d'accord avec les recettes de la plupart des politiques. Parce qu'ils sont politiquement motivés. Dès lors que un conflit est politiquement motivé, ce qu'il faut faire, ce n'est pas aller chercher des solutions au sein de cette communauté, parce qu'au fond, la communauté n'a pas de problème. Mais on leur a mis dans la tête qu'ils sont les seuls à revendiquer le droit sur cette terre-là. Et ça, c'est une fausseté en laquelle ils sont en train de croire. C'est aussi simple que ça. Des mesures à prendre, ça va nous prendre du temps. Alors, revenons à l'éducation politique. Ok, donc comme je disais, moi je pense que la question, la première en termes de défi, c'est l'éducation politique, donc l'éducation civique de la jeunesse, parce que les jeunes doivent apprendre à aimer le pays. On a l'habitude tous de dire nous aimons notre pays, mais il faut qu'on se dise est-ce qu'on aime bien notre pays. Je discute beaucoup avec certains autres jeunes à qui je dis parfois, oui, s'il arrive que nous aimons nos pays, mais nous n'aimons pas bien notre pays. Parce que nous devons apprendre à bien aimer le pays. Et quand on aime le pays, déjà, on ne fait pas du bashing de son propre pays. Et quand on aime son pays, on ne s'inscrit pas dans des antivaleurs qui sont de nature à détruire le pays demain. Et dans le cadre des enjeux électoraux, le jeune ne peut par exemple pas aller s'inscrire dans une logique qui est de dire, ok, moi, je vais donner ma voix en tant qu'électeur. Déjà, dire je ne vais pas voter, c'est antipatriotique à la limite. Et puis dire par exemple que... Il y a eu des politiciens qui ont appelé la jeunesse à ne pas participer ou à s'approprier les processus électoraux. C'est irresponsable. Okay. Je m'arrête là. Donc voilà. Très bien. Voilà. Et donc la vraie question, c'est de dire les jeunes doivent s'engager dans les activités politiques de l'État. Ils doivent être mobilisés pour ça. Ils doivent prendre la mesure de la réalité de la vie politique de l'État parce que leur participation est déterminante. Autant ils attendent à ce que les pouvoirs publics les accompagnent dans leurs activités et dans leurs initiatives et dans l'amélioration de leurs conditions de manière générale. Mais en même temps, l'État attend d'eux une action. Ils doivent pouvoir être eux-mêmes, d'une part, acteurs dans les activités politiques, dans ce sens qu'ils doivent rejoindre des formations politiques, avoir des minimums de formations politiques requises, et puis s'inscrire dans des listes électorales, pourquoi pas, pour être eux-mêmes candidats et pouvoir
exercer l'action politique au niveau des institutions pour pouvoir acquérir cette expérience qui fera que demain, lorsque ce seront eux qui prendront les dernières responsabilités de l'État, qu'ils puissent avoir la mesure de ce qui doit être fait pour le bien de notre pays. Et donc, ça fait partie de l'éducation politique dont les jeunes ont besoin par rapport au processus électoral. Très important. Voilà. Et le deuxième élément, c'était encore quoi? Alors, le deuxième élément... Voilà, le deuxième élément, c'est l'engagement politique et la participation dans le processus politique. L'engagement politique, je veux dire par là, c'est-à-dire les jeunes doivent arrêter ce comportement passif de dire « ouais, mais les politiques… » Vous savez, ici dans notre pays, on assimile la politique au mensonge. Très souvent, les gens disent « ouais, on va politicien, on est lokuta » ou encore « non, on a parti politique » ou parfois, ce que j'ai beaucoup entendu aussi dernièrement, les gens qui disent « ouais, on n'a aucun voté, mais… n'a compte à parti politique ». Bon, ouais, je peux être d'accord avec tout ça. Oui. Oui, voilà. Donc, je suis d'accord avec la majorité de ceux qui sont en train de dire en termes d'analyse. Mais la démarche, je ne suis pas d'accord. Parce que le constat. Je suis d'accord, mais le fait est très simple. Vous savez, si vous voulez changer les choses dans le pays, vous n'allez pas le changer de manière spontanée. Ce n'est pas à partir de votre salon que vous allez changer le pays. Il faut que vous vous engagez dans un processus politique. Et donc, pour ça, il faut vous engager dans un parti politique. En tant que jeune, si vous dites, ouais, moi, parti politique, je n'irai pas, mais je donnerai ma voix à des candidats qui vont me plaire. Ouais. C'est une bonne chose, le candidat aura votre voix, mais puisque vous n'êtes pas dans l'action politique en tant que telle, vous aurez toute votre vie pour vous plaindre. Alors, je voudrais peut-être, parce qu'on parle de l'engagement pour la participation au processus et éducation politique, une petite question me vient, chère Amine. Quel est le critère idéal pour un candidat président? Pour un candidat président. Bon, on va descendre jusqu'à... non, on n'est pas obligé de descendre. Je peux dire n'importe quoi. Après, Parce qu'on parle de l'éducation politique, on doit se définir déjà. On sait que tel, voilà les critères idéaux pour notre pays en tant que pays continent. Oui, enfin, écoutez, si seulement je puis dire quelque chose sur le critère idéal pour un candidat président de la République, ce que moi j'attendrais, enfin, je vais reconvertir la question au sens de ce que moi j'attendrais d'un candidat président de la République. Déjà, je voudrais qu'il soit véritablement un fils du pays. Très bien. Il faut que ça soit un fils du pays. Premier critère. Et c'est aussi simple que c'est une évidence. Vous voyez, même dans un foyer, même dans un ménage, si le papa, c'est pas votre papa, c'est compliqué. Si la maman, c'est pas votre maman, c'est compliqué. Je ne vais pas aller loin dans les détails, je crois qu'on se comprend très bien. Même si, vous savez, nous avons dans la culture africaine l'habitude de dire moi, Natangwazana Libumu, Azaya Mamanae, Sora Bimina Mokila, Koyumana Batunios. Est-ce que vous imaginez quand un papa de la rue veut, ou un grand frère de la rue veut corriger votre enfant parce qu'il estime que moi, on a bu un tombolier. L'effet méchamment. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que on a beau dire, ouais, ils ont au Congo, ils ont je suis d'accord sur le principe, mais quand on veut être président de la République, il faut d'abord être un véritable fils pays. Très bien. Il n'y a pas 36 solutions. Au-delà de ça, il y a les questions relatives aux compétences, aux capacités, etc., capacités managériales. Très bien. Parce qu'en tant que président de la République, on n'est pas forcément censé tout savoir. Loin de là, on n'est pas obligé de tout savoir parce qu'il y a de toutes les façons personne qui peut tout savoir. Mais avoir des bonnes capacités managériales, c'est-à-dire de pouvoir gérer ses équipes, de pouvoir mettre les personnes qu'il faut là où il faut. Et même si on se rend compte finalement que la personne qu'on avait mis à un endroit n'a pas les bonnes compétences qu'il faut, pouvoir réagir rapidement pour le remplacer par une autre personne. Et donc, savoir gérer les manettes du management, du pouvoir, c'est ça principalement ce que moi j'attendrais d'un candidat président de la République. Voilà. Au niveau députation. Alors au niveau députation nationale, les compétences dont on a besoin. D'ailleurs, avant peut-être de donner les critères, quelle est votre lecture par rapport à cette législature qui va bientôt s'achever? Est-ce que les députés étaient à la hauteur de leur tâche? Je ne vais pas contredire le président de la République. Il a dit que les députés ont fait du bon travail.
Évidemment qu'il faut le regarder sous le prisme de l'action politique du président de la République, parce qu'il avait donné une feuille de route politique qu'il voulait atteindre, et il a estimé aujourd'hui, lors de son dernière adresse à la nation, que les députés avaient fait leur part du job, c'est-à-dire ils l'ont aidé à atteindre les objectifs qui s'étaient assignés. Eh bien, je dis tant mieux. Maintenant, du point de vue de la population en tant que telle, moi, j'ai, comme je disais, j'ai des retours de terrain sur les préoccupations et les attentes de la jeunesse. Et ça, le président de la République, il en est conscient, il le sait. La jeunesse appelle et demande tout le temps d'être accompagnée sur des questions en rapport avec le chômage qu'il faut régler, il faut de l'emploi. Cette question, malheureusement, elle est restée criante. Il y a le problème de l'inflation qui est resté un problème terrible parce que la population continue à vivre difficilement à cause de l'inflation et cette inflation absorbe même tous les efforts que le président de la République a pu fournir dans la majoration des salaires des fonctionnaires, etc. Ça ne se ressent pas beaucoup parce que l'inflation également a galopé et donc ce sont là les secteurs sur lesquels il faut véritablement agir pour solutionner les problèmes du quotidien du Congolais. Nous avons été très contents avec les Jeux de la francophonie, c'était la fierté nationale, nous avons tous chanté « Ici c'est Congo ». On était requinqués dans notre fierté nationale, mais le soir du jour où nous avons chanté Ici c'est Congo, quand on est rentré chez soi, on se posait la question qu'est-ce que je vais manger, quel transport je vais prendre, avec quel argent du reste, etc. Donc ces questions-là sont des questions essentielles auxquelles il faut réserver une réponse adéquate. Et donc pour ça, notre action politique justement qui nous a conduit à être candidat s'inscrit dans le cadre d'apporter des propositions dans ce sens-là. C'était là ma question. Quel type de député que vous envisagez voir prochainement à l'hémicycle? Alors, ce que moi j'envisage de voir a priori, parce qu'il faut savoir que l'action du député s'inscrit sous deux angles. Ça, c'est ce que moi je pense. Il y a premièrement l'action du député dans la politique globale du pays. Donc, un peu la partie dont le président de la République a remercié dernièrement les députés nationaux. Mais il y a également la partie représentation de la population. Et donc, lorsqu'on est représentant du peuple, je pense, après 3 législatures dans notre pays, si les députés étaient véritablement représentants du peuple, nous aurions dû avoir des lois concrètes sur les questions de l'emploi, qui donnent des vraies solutions, qui font des vraies propositions d'amélioration de cet espace de création des conditions de vie améliorées de nos populations. Mais on n'a pas eu de vraies propositions, alors même que ce problème, il est persistant. Il n'a pas commencé hier, il est là depuis toujours. Il y a des jeunes aujourd'hui qui se posent des questions sur la capacité qu'ils peuvent avoir de pouvoir terminer leur cursus académique. Parce que soit ils n'ont pas les moyens eux-mêmes, soit parce que la situation de la famille a basculé entre-temps, etc. Et donc ces problèmes n'ont pas trouvé de solution. Mais il se trouve que les 3 législatures ont développé un autre phénomène parallèle qui est un phénomène extrêmement dangereux, où ce sont les élus, les députés nationaux en l'occurrence, qui, dans une certaine mesure, commencent à prendre en charge les frais sociaux des populations. C'est-à-dire, ils interviennent dans la mesure du possible, chez qui a un deuil, chez qui a besoin des frais scolaires, chez qui a besoin... On peut dire que socialement, ça se comprend, mais c'est extrêmement dangereux pour un État, parce que l'État ne devrait pas fonctionner comme ça. En tant que député, on devrait être en mesure de déterminer quels sont les problèmes qui se posent au sein de la communauté. Si c'est des problèmes d'emploi, réfléchir à des solutions qui vont résoudre ce problème-là de manière efficace et définitive, plutôt que de sevrer la population avec des dons par-ci et dons par-là. Alors, comment est-ce que les jeunes peuvent, n'est-ce pas, contribuer au développement de sa communauté, parlant du pays? Vous, en tant que jeune, dans ces processus, vous êtes également candidat. Et comment vous envisagez apporter un plus dans ces processus? Alors, la contribution des jeunes dans le cadre de ce processus, c'est que moi, je le conseille à tous les jeunes avec qui j'ai l'occasion de discuter, c'est de leur dire, premièrement, que les élections, c'est important. C'est très important. Le processus électoral, en soi, c'est très important. Et donc, en tant que jeune... Et là, je ne parle pas des jeunes qui sont eux-mêmes candidats, qui vont aller compétir aux élections. Je parle des jeunes, je parle des électeurs. J'insiste sur le fait qu'il est important de prendre part au processus électoral. Il faut exprimer sa voix. Et exprimer sa voix, ce n'est pas de se dire, comme nous l'avons vécu pendant les processus passés, il arrive très souvent que l'électeur rentre dans l'isoloir, qui sort de là, il dit « ouais, bon,
Navotagi président, mais le député, donc il a regardé, il a genre fermé les yeux. Il a dit ok, je donne ma voix à celui-là. C'est là que vous étiez en train de parler beaucoup plus de la responsabilité. Voilà, donc on ne peut pas se permettre de se comporter comme cela parce que les élections, ça veut dire quoi? Déjà, nous avons plus de 40 millions d'enrôlés pour ces élections à venir. 40 millions d'enrôlés pour une population de 100 millions d'habitants, ça veut dire que c'est la moitié, c'est presque la moitié qui décide de notre avenir pour les 5 prochaines années. C'est déjà suffisamment grave comme ça. Maintenant, de cette presque moitié qui va décider, il y a les élections, enfin les voix qui doivent s'exprimer. Et vous verrez que des 40 millions d'enrôlés, il y a un bon nombre qui se sont enrôlés simplement parce qu'ils veulent avoir la carte. Ils se disent c'est juste pour les procédures administratives, mais moi le vote, ça me concerne pas. Et donc ça suppose que ça sera moins de ces gens-là qui vont véritablement exprimer leur vote. Et donc, ont déjà perdu. Voilà. Et donc la gravité du fait est que notre avenir va être décidé par une poignée tellement minime que la grande majorité ne passera ces 5 ans qu'à se plaindre. Malheureusement, même s'ils se plaignaient, il n'y aura pas de solution à leurs problèmes parce que les représentants qui seront au Parlement ne seront pas l'émanation de toute cette population existante. Ils seront l'émanation d'une poignée de la population qui a décidé de les envoyer soit pour raison de leur beauté physique, soit parce qu'ils avaient donné des cadeaux, des polos, soit parce qu'ils avaient organisé des belles caravanes pendant la campagne électorale et donc ils étaient contents, ils leur ont donné les voix. Et donc ce qu'il faut pour la jeunesse de prendre conscience, c'est de se dire, dans le processus électoral, je dois intervenir parce que ma voix peut être déterminante pour le changement. Parce qu'en donnant ma voix à un bon candidat, il se peut que ça influence d'autres jeunes ou d'autres catégories de la population pour donner leur voix aux bons candidats qui méritent véritablement de nous représenter. Et de ce point de vue, ils seront attentifs aux problèmes de la société, aux problèmes qui sont nos problèmes du quotidien, pour aller y faire des propositions concrètes et les résoudre. Alors, c'est quoi la proposition que ou bien on va les découvrir prochainement parce que non, je peux juste les mentionner comme ça, au passage, sans aller loin dans les détails. Nous avons les occasions d'en parler lors de nos rassemblements, lors de nos réunions avec les jeunes, parce que je suis candidat dans la Lukunga du reste, et donc nous avons fait... on en parle. Voilà. Et donc, mes secteurs d'intervention, là où je voudrais intervenir, c'est premièrement sur les questions d'emploi. Et ces questions d'emploi, j'interviens à 2 niveaux. Il y a premièrement les emplois que je voudrais favoriser en termes de législation. Je voudrais qu'il y ait une législation spécifique qui va favoriser la création d'emplois en mettant un focus spécifique sur le premier emploi. Le premier emploi, au fait, c'est lorsqu'un jeune ou lorsqu'une personne contracte pour la première fois, en tout cas quand il n'a jamais travaillé, et que pour la première fois, il va contracter avec une structure en bonne et due forme. C'est ça que j'appelle contrat premier emploi. Et moi, je propose un encadrement spécial pour le premier emploi. Parce que je pense que la jeunesse a besoin d'une expérience professionnelle qui va lui permettre justement de voler avec ses propres ailes. Aujourd'hui, la majorité des entreprises et des organisations ou même des organismes qui sont dans le pays qui recrutent du reste, mais ils recrutent sur un critère. Et le critère, il est entre autres l'expérience professionnelle. Mais il se trouve que beaucoup de nos jeunes qui peuvent avoir le bon fil, qui peuvent être de cette filière qui est demandée, mais manquent d'expérience professionnelle, donc ils sont disqualifiés. Cette disqualification peut être réglée si nous regardons de façon particulière la question du premier emploi. Et donc moi, j'ai des propositions concrètes sur la question de gestion du premier emploi pour le faciliter aux jeunes. La deuxième chose, c'est sur les emplois saisonniers. Le code de travail que nous avons aujourd'hui fait une allusion au contrat saisonnier sans y donner du contenu. Donc, il n'y a aucun contenu dans le contrat saisonnier. Et donc, moi, j'apporte du contenu pour la question de contrat saisonnier parce qu'il apporte des éléments de différenciation par rapport au type de contrats qui sont proposés dans notre société, du reste qui sont très rigides, mais le contrat saisonnier, lui, apporte des flexibilités qui sont avantageuses pour les entreprises et pour les demandeurs d'emploi. Alors, au-delà de ça, il y a les questions en rapport avec le pouvoir d'achat, parce que ça, c'est la question qui saigne la population au quotidien. Et là-dessus, nous avons apporté des propositions assez intéressantes, à 2 degrés aussi. Il y a premièrement les questions de sécurité alimentaire, sur lesquelles nous avons apporté des propositions concrètes
concrètes, et aussi les questions de lutte contre les phénomènes de gentrification. Le phénomène de gentrification, en fait, c'est le fait de développement de nos quartiers qui, en se développant, crée des conditions de vie un peu plus chères pour les populations qui existaient à cet endroit-là au départ. Et donc, ça crée ça provoque au fait comment on appelle ça, de l'exode rural, voilà. Et donc cet exode rural n'est pas forcément favorable, parce qu'une personne, avec le cas par exemple de Kanlouka aujourd'hui, où le chef de l'État a pris une très belle initiative de désenclaver Kanlouka avec le pont qui est jeté sur la rivière, je crois, Makelele ou quelque chose comme ça. Et donc, cette initiative aura comme conséquence le développement de Kanlouka. Et donc, qui dit développement de Kanlouka veut dire développement du quartier en matière d'infrastructure, etc. Donc, le quartier sera ouvert, les maisons vont coûter un peu plus cher, les commerces vont coûter un peu plus cher, etc. Et tous ceux qui gagnent en dessous de la nouvelle condition de vie qui va s'y installer seront contraints malheureusement de déménager. Et donc, nous avons apporté des propositions très concrètes à ce niveau-là. Et il y a 3 autres propositions, on en parlera le moment venu. Merci beaucoup. Alors, pourquoi vous avez choisi Lukunga ? On peut dire que j'avais vraiment pas le choix et je devais pas choisir ailleurs parce que moi je suis natif de Lukunga, vous voyez. Vous maîtrisez bien les conditions de vie. Oui, je connais les conditions de vie de la Lukunga. Moi je suis l'incarnation même de Lukunga. J'ai vécu dans 6 communes des 7 communes de la Lukunga où j'y ai vécu pleinement. Et une commune, j'y ai pas vécu parce que bon, j'ai pas de la famille là-bas et j'ai pas eu moi-même l'occasion d'aller prendre une maison là-bas, mais c'est pas un défaut du tout, mais c'est que j'ai fréquenté cette commune-là, particulièrement pour les affaires, pour les activités, pour des raisons, par exemple, des raisons sociaux, etc. Et donc voilà, donc j'ai une emprise forte avec la Lukunga parce qu'elle m'a vu naître, elle m'a vu grandir, elle m'a vu me marier, elle m'a vu faire des enfants, et c'est la Lukunga où il y a toute ma vie, et donc voilà. Quand c'est les difficultés de la population. Je connais très bien les difficultés de la Lukunga et j'ai des idées pour la Lukunga. Pas seulement en tant que député, mais au-delà de ça, parce que, comme vous l'avez dit dans ma présentation, je suis non seulement dans l'action politique, mais je suis aussi dans les activités sociales où nous faisons un certain nombre de choses pour notre circonscription. Et ce que nous voulons, c'est aller au-delà, c'est faire davantage et mieux encore pour la Lukunga. Elle peut avoir un visage différent. La Lukunga, pour paraphraser, si vous le permettez, c'est la circonscription qui par principe est la circonscription la plus où le niveau de vie est le plus cher de la République dans son ensemble, par principe. Parce qu'après, les institutions de la République, c'est concentré dans la Lukunga. Très bien, merci beaucoup. Alors, il me reste quelques minutes. Il y avait une question qu'on ne peut pas peut-être laisser, c'est la campagne électorale. La question est comment la maintenir dans la paix et sans incident. Oui, ça c'est une question à $1 million. Bien que la réponse devrait être facile, mais aujourd'hui, les conditions ne sont pas facilitées par les acteurs politiques. Mais moi, j'ai listé un certain nombre de choses pour que je ne me disperse pas. Ouais, allez-y. Donc, pour la campagne électorale, moi, je dis ceci. Première chose, il faut privilégier les échanges des idées. Ça, c'est la première chose qui est cardinale. On n'est pas dans des considérations périphériques, mais on est dans les échanges des idées. Les populations, les électeurs doivent privilégier l'échange des idées. Qu'est-ce que les candidats nous disent ? Pas qui ils sont. Pas ceux qui nous apportent. Non, pas ceux qui nous apportent. Et du reste, j'avais fait une communication spécifique avec ma base à moi, où je leur avais dit, quand un politicien vous amène des cadeaux, il construit des ponts, etc., pour les bonnes œuvres, pour les bonnes actions, comme eux ils appellent les actions sociaux, les actions sociales, pardon. Pour les actions sociales, dites au candidat merci. C'est la seule récompense qu'on donne à une action sociale, c'est de dire merci. C'est pas de donner une voix. Parce qu'une personne qui vous demande des voix par rapport aux actions sociales, il fait de l'abus. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, moi, j'ai demandé aux jeunes, en ce qui me concerne, que de dire merci aux candidats qui vont leur apporter des actions sociales. Donc, première chose, c'est de privilégier les échanges des idées. Deuxième chose, c'est ramener les fanatismes dans le cercle privé. On a beau être fanatique de quelqu'un, mais le fanatisme, il faut le ramener au cercle privé. Par exemple, moi, je suis fanatique, je dis bien c'est un exemple, je suis fanatique du président Félix-Antoine Tshisekedi. Je suis tellement fan du président Tshisekedi que ce qu'il dit, j'accepte. Je le crois d'office. Mais ça, c'est moi. Je ne peux pas l'imposer à quelqu'un d'autre. Et je ne peux pas être mal à l'aise si quelqu'un d'autre n'est pas comme moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je dois être en mesure de ramener mes fanatismes dans la sphère privée.
Je reste fanatique, mais en privé. Dans l'espace public, on laisse les opinions divergentes s'exprimer. Troisième chose, c'est de renforcer la tolérance et la contradiction. Disons, renforcer la tolérance, la contradiction et les différences. Et le droit à la différence, pardon. C'est-à-dire, on doit être en mesure d'être tolérant, donc de laisser les autres exprimer leurs idées, évidemment pas dans la provocation, mais exprimer leurs idées. Et toutefois, on accepte les contradictions, qu'une personne peut avoir un avis contraire à moi, ça ne veut pas dire qu'il me déteste pour autant, mais il a un avis contraire. Et puis, accepter les différences, parce que les gens ont le droit d'être différents. Moi, j'ai le droit de regarder la même chose de manière différente par rapport à un autre. L'objectif ici étant que pour la même cause, nous devons voir quelle est la solution ou quelle est la proposition qui est la plus efficiente, qui nous permettra d'atteindre le résultat en moins de temps et avec moins d'efforts. Quatrième chose, je dirais, est développer le fair play, l'acceptation du succès de l'autre. Ça, c'est très important, parce que il arrive des fois que nous manquons tellement de fair play que ça nous donne l'impression d'être des gens qui sont finalement devenus tellement rigides que nous avons perdu même la notion de la réalité. Nous devons être fair play et accepter que les autres puissent avoir du succès et que leur succès ne nuit en rien à notre propre succès. Voilà, donc cinquième chose, je dirais, et c'est l'avant-dernière, c'est l'utilisation responsable de l'opinion politique influente. Et là, j'en reviens à ce que j'avais dit au début. Les prises de parole des acteurs politiques peuvent avoir des conséquences. Et donc, de ce point de vue, tout celui qui est acteur politique doit être suffisamment responsable lors de ses prises de parole. Certains mots, certaines phrases sont à bannir pour éviter d'embraser la situation. Et dernier élément, je dirais, ce sont les félicitations aux gagnants des élections. Dans notre pays, c'est rare, et je ne sais pas si lors des dernières élections, on y a eu droit, mais je pense que lorsque les élections sont achevées, les candidats qui sont déclarés candidats malheureux, pour le bien du pays, même s'ils savent que, parce que déjà là, on a 26 candidats, ce n'est pas tous les 26 qui vont être déclarés gagnants à la présidentielle, et donc déjà, il faudrait que si dans les 26, une dizaine ou une vingtaine vont estimer que les résultats des élections sont ce qu'elles sont, ils n'ont pas intérêt à aller en recours, ils doivent féliciter le gagnant. Voilà. Parce que cela consolide le consensus national et consolide l'unité nationale. Et donc, ça nous emmènerait à ce moment-là vers un certain apaisement qui serait de nature à rassurer la vie ensemble, enfin la vie commune dans notre pays pour les années à venir. Alors, en cette période, on a toujours assisté, beaucoup plus ce sont des jeunes, d'arracher les effigies des tels, d'affrontements, d'échanges. Alors, qu'est-ce que vous proposez au service de sécurité au gouvernement congolais pour créer un climat de paix et sans tout ce que vous venez de Vous savez, franchement, tout ce que je peux faire, c'est leur souhaiter bonne chance. Et espérer que les pouvoirs publics vont leur doter de suffisamment d'équipements pour pouvoir faire leur travail. Parce que les questions de troubles à l'ordre public, ce n'est pas propre aux échéances électorales africaines ni de la RDC. Partout dans le monde, il y a un peu les mêmes ressentis. Les gens, lorsqu'ils ne sont pas contents, parfois ils versent dans le vandalisme, etc. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, c'est des phénomènes urbains, et donc on n'y peut rien malheureusement. Ce que moi je peux par ailleurs recommander, c'est que notre loi puisse faire des avancées de manière, j'espère, assez significative, et que nous en arrivions très rapidement d'ailleurs à la distribution, à la délivrance des pièces d'identité, parce que nous sommes aujourd'hui dans une société où une personne en infraction, dès qu'elle tourne l'avenue derrière, elle disparaît. On le perd sur les radars. Et donc, ça fait que ça crée un terreau propice pour les actions de vandalisme, du banditisme, etc. Donc, il faut vraiment que de ce côté-là, dans l'identification des populations, que nous puissions finaliser avec ce processus, de sorte que toute personne qui commet une infraction, à partir d'un numéro, on peut remonter à la personne et qu'on le retrace partout où il pourrait se retrouver. Et donc, ça aiderait beaucoup les pouvoirs publics à maîtriser les questions de sécurité. Parce que nous avons pratiquement fini. Un message à Lukunga, à toute la circonscription de Lukunga qui vous suit à pareil instant. Alors, pour la Lukunga, ce que moi je veux dire, c'est que nous sommes une grande circonscription qui a vocation à être la locomotive de la République. Et ça, je suis responsable de ce que je dis. Et donc, de ce point de vue-là, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous n'avons pas le droit de voter les députés juste parce que ils nous ont apporté des vivres, ou bien ils nous ont fait des dons en infrastructure ou en ouvrage d'art.
Mais c'est par contre demander aux candidats, c'est quoi votre offre politique? Ouais. Parce que c'est en fonction de leur offre politique qu'ils peuvent vous garantir, qu'ils peuvent nous garantir à nous tous les 5 années qui vont arriver. 5 ans, c'est cher payé si en contrepartie c'est un t-shirt ou bien un pont de fortune qu'on avait jeté dans votre quartier. Et donc par conséquent, interrogeons-nous sur les offres politiques des candidats et votons en conséquence. Merci beaucoup, cher Katembo Amine, pour votre lecture sur les processus et les conseils donnés à la jeunesse. J'espère qu'après les 19, vous viendrez ici pour nous dire comment est le climat à Lukunga et nous serons là pour vous accompagner. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines. Le plaisir était pour moi de vous les présenter. Les rendez-vous est pris d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.